C'est une autoroute, sans péage, sans balisage. Peu importe la vitesse à laquelle vous êtes flashé, il n'y a aucune limite, si ce n'est celle de la machine que vous pilotez et que vous devez dompter. Bienvenue sur l'autoroute des Alizés. Ça turbine pas mal. Ah, même fameux. En fin de première semaine du 8e Vendée Globe, il n'est pas surprenant de retrouver le Banque Populaire d'Armelle Lecléache en tête. Monocoque 60 pieds dernier cri, équipé de foil. En revanche, ce qui interpelle, c'est de voir Vincent Rioux lui coller au train avec son PRB à dérive droite, sorti des chantiers en 2010. Et cette nuit, on a passé les îles des Canaries, on se dirige vers le Cap-Vert, voilà. Alors un début de course qui a été super dur parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, voilà. Mais bon, à bord de PRB, ça se passe plutôt pas mal puisque on est second depuis hier. Et on est second derrière Armelle Lecléache. Et alors c'est assez sympa d'être de visu comme ça avec un concurrent, ça permet un petit peu de s'étalonner. Alors il y a des moments où il va vite, des moments où il va moins vite. Ça reste une bonne solution pour avoir le rythme, voilà. Vincent Rioux ne s'en cache pas, c'est au prix d'une grosse débauche d'énergie qu'il tient la cadence, à tel point que dans la nuit du 10 au 11 novembre, pendant quelques heures, il dépassera Armelle Lecléache. À 3000 km de là, Didac Costa ferme la marche et double la pointe ouest de l'Espagne. On se rappelle que le Catalan, originaire de Barcelone, était revenu au Sable d'Olonne pour effectuer des réparations. Salut, nous sommes de retour dans le match, 4 jours plus tard. Je suis très motivé. Je suis en route pour le tour du monde. Ça y est, nous y sommes. Cette fin de première semaine, c'est aussi une autre histoire de comeback. On avait quitté Alex Thompson dépité après son option hasardeuse au Cap Finistère. Il a compté jusqu'à 70 000 de retard sur Armelle Lecléache. On le retrouve ragaillardi, grappillant 1000 après 1000 pour accrocher le bon wagon et plutôt transparent sur sa stratégie. On avale les 1000 sur cette course. Les deux premiers ont une avance d'une 50aine de milles sur moi. Et puis l'autre groupe, de 4 bateaux, est par mon travers. Et ils avancent bien. Je suis un peu plus rapide depuis 24 heures. Et j'en suis assez content. On descend vers le sud pour aborder l'équateur en traversant le poteau noir aussi rapidement que possible. Il me reste un choix à faire concernant le passage de l'archipel du Cap-Vert. Dois-je le laisser à bâbord? Dois-je le traverser? Il y a même l'option de le laisser à tribord. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Le skipper du Gobos donne la chasse à un petit groupe au sein duquel figurent Paul Meillat et Morgan Lagravière. Formés à l'école du 49er puis à celle de la classe Figaro, les deux compères naviguent de conserve. Alors quoi de plus normal que tailler une petite bavette? Tribord d'abord au milieu de l'Atlantique, avec mon ami Polo. Wouhou! Ça prend pour SMA, est-ce que tu reçois mon boss? Ouais, je suis content de te voir, c'est génial. Ça me rappelle le parti à l'époque, on fait la même au milieu de l'Atlantique. Très d'arbre. Ouais. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les 29 concurrents sont toujours en course. Quand survient la première grosse avarie. Ah! Oh là là, le mât s'est cassé, donc le haut du mât. Une rupture, je sais pas encore trop quoi, qui a entraîné une deuxième rupture et... Tanguy ne supporte pas l'idée de renoncer. Alors il commence à entretenir un fol espoir. Bon vous voyez, la tête de mât, elle s'est cassée là. Je suis pas très loin du Cap-Vert, donc je vais essayer d'aller m'y arrêter. Essayer de voir s'il y a des solutions parce que c'est trop con, D'autres soucis, chez Jean-Pierre Dick et Kojiro Shiraishi, ont aussi été portés à notre connaissance. Rien de bien méchant, voile d'avant déchirée pour le concurrent japonais,
Et là, on se dit que la sagesse extrême orientale peut vous aider à encaisser n'importe quel coup du sort. C'est vraiment dommage. J'ai perdu une voile que j'allais beaucoup utiliser dans les mers du Sud. Nous allons surmonter ce drame avec l'amour, le courage et la persévérance. Et même dans ces conditions, il faut que je garde le sourire pour accomplir mon tour du monde. Premier dommage pour les bateaux et premier bobo pour les marins aussi. Bon, ça envoie pas mal, hein. Ça envoie tellement que je me suis fait avoir au réveil. Là, il y a le bateau qui s'arrêtait dans une vague et au moment où je me levais, je suis parti en avant et je me suis pris le coin de ma table à cartes. Du coup, je me suis ouvert un peu la pommette là. Mais bon, ça va. Ouais, il fait quand même un bon coup, mais ça va. Au 7e jour, ce n'est rien de dire que la régate fait rage. Armel Lecléache, qui avait remis un peu de distance entre lui et ses premiers poursuivants, est toujours leader, mais Alex Thompson a mis le turbo. Comme le montre un chiffre déconcertant pour le commun des plaisanciers, 479 000, soit près de 900 km parcourus en 24 heures, et en moins de 2 jours, un bond de la 9e à la 2e place. Je double la première île de l'archipel du Cap-Vert, dont j'ai oublié le nom. J'ai réussi à garder du vent jusqu'à maintenant. Tout va bien, je suis content d'être deuxième. Et je pense que je ne vais pas le rester très longtemps. On verra bien après les îles du Cap-Vert, quelques empannages. Voilà, vous savez tout. Un peu plus tôt, Alex Thompson nous exposait les différentes options qui s'offraient à lui. Il choisit finalement de se faufiler entre 2 îles de l'archipel du Cap-Vert. Et son audace va payer. Il n'est quasiment pas ralenti par les reliefs volcaniques. À la sortie, il prend la tête de la course, et un peu aussi celle de ses concurrents. La traversée des îles du Cap-Vert s'est très bien passée. Ça a très bien marché pour moi. Je suis surpris de voir que personne d'autre n'ait tenté le coup. Remarque pertinente. Doit-on en déduire que les autres n'ont pas voulu prendre de risques? Craignait-il de subir les dévents de l'archipel? Nous n'en saurons rien. Ce que nous avons appris en revanche, c'est qu'Armel Lecléache avait connu une petite baisse de régime. Le Cap-Vert, c'est pas très bien réglé, pas très bien. Alors, pas dans la bonne mouvance, on va dire, mais jusqu'au Cap-Vert, c'était plutôt parfait. Et puis, bon, voilà, il y a eu ensuite une passage à vide. Et bon, voilà, ça fait partie du jeu. Il y en aura d'autres, et les autres en auront aussi. Donc voilà, c'est que derrière, il y a beaucoup de choses sur le chemin des Sables d'Olonne. Un chemin qui passe une première fois par l'équateur, avant lequel se dresse un passage à niveau nommé Poteau Noir. Cette zone, entre les continents africains et américains, où les alizés de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud s'entrechoquent et peuvent générer un gros désordre climatique, allant des grains les plus violents aux calmes les plus plats. T'as un champ de bataille? Eh bien, un poteau noir, une putain de nuage. Là, ça. Putain de bon nuage à 30 nœuds. Faut pas se faire surprendre. C'est pas très fun depuis ce matin. Le vent il a fait 180 degrés et là on est dans la pétole. Vous voulez voir un foil qui sert à rien? Eh ben c'est ça. À rien du tout. À part traîner dans l'eau, c'est tout ce qu'il fait. Baie de Mindelo, dans l'archipel du Cap-Vert. Tanguy Delamotte est au mouillage, séance d'escalade afin d'estimer l'ampleur des dégâts. Il est déchiré de partout, ça sert à rien d'essayer. Voilà. La raison l'emporte sur l'envie. Même s'il n'a pas officiellement abandonné, la course semble bel et bien finie pour Tanguy, qui décide de rebrousser chemin vers les Sables d'Olonne. En tête, ça ne traîne pas. Alex Thompson n'a pas tourné autour du pot et déboule vers l'équateur. Aujourd'hui était un jour fantastique. C'était le passage du Poteau Noir le plus facile que j'ai jamais vécu. Au fur et à mesure que je vais descendre vers le sud, le vent va se renforcer et tourner à gauche, ce qui me permettra d'ouvrir les voiles et d'accélérer. Une soixantaine de milles derrière le leader. Les premiers poursuivants un peu groggy se nomment Armel Lecléache et Vincent Rioux, et ils naviguent à vue.
Alors ce matin, on est sorti du poteau noir et oh surprise, banque populaire. C'est une image sympathique hein, mais qui montre le niveau de la compétition. Hier on avait Edmond de Rothschild sous notre vent. Et on approche de l'équateur qu'on devrait franchir demain. Donc on sera dans l'hémisphère sud demain soir. La tête à l'envers. On va essayer de rattraper notre ami Alex, l'anglais. C'est le début du crunch quoi. On ne refera pas l'histoire, mais qu'on le veuille ou non, entre Français et Britanniques, il est encore question de suprématie sur les océans. Et force est d'admettre qu'au passage de l'équateur, c'est bien un marin de sa gracieuse majesté qui possède un coup d'avance, et qui inscrit déjà son nom sur les tablettes. Alex Thomson établit le meilleur chrono de référence entre les Sables d'Olonne et l'équateur en 9 jours et 7 heures, soit 28 heures de mieux que le temps de Jean Le Cam en 2004. 3 heures et quelques risées plus tard, c'est au tour d'Armel Lecléache et de Vincent Rioux d'entrer dans l'Atlantique Sud. On va passer l'équateur. Hop, nous sommes bien dans l'hémisphère sud. C'est qu'on va aller voir l'été austral. Et ça, c'est quand même un des côtés sympas des tours du monde. Et pour le groupe de tête, la suite devrait s'annoncer rapide, très rapide. Une dépression qui se forme au sud des côtes brésiliennes pourrait atténuer les effets de l'anticyclone de Sainte-Hélène et permettre aux premiers de doubler le cap de Bonne-Espérance en un temps record. Loin, très loin de là, dans l'hémisphère nord, ça va beaucoup moins vite. Et l'on aime à penser que la course peut être vécue différemment. J'entends très souvent, est-ce que c'est pas frustrant d'être à l'arrière de la flotte? Non, ça n'est pas frustrant. D'abord, je ne sais pas où est la flotte. Je n'ai pris aucune position de la flotte depuis le départ. Alors, je sais que la flotte est devant. Il n'y a pas de doute. Mais où exactement, je ne sais pas. Pourquoi je ne veux pas prendre la position? Parce que je connais mon esprit de compétiteur. Si je commence à regarder où sont les autres, je vais vouloir pousser, forcer sur le bateau. Et c'est pas l'objet. Il n'y aura qu'un seul vainqueur au Vendée Globe. Un seul vainqueur. Ensuite, il y aura ceux qui ont fini le Vendée Globe et les autres. Mon objectif, c'est de terminer le Vendée Globe. Ça n'est pas de battre un tel ou un tel. C'est de terminer le Vendée Globe. Si la raison détermine le philosophe, la beauté caractérise l'esthète. Non content d'être un sage, Kojiro Shiraishi filme la nuit comme personne.